Imam Mohamed Diko, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Imam Mohamed Diko, 5 chefs d'État, je veux parler du président nigérian Buhari, également Ouattara de la Côte d'Ivoire, Issoufou du Niger, Nana Kofi Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal. 5 chefs d'État dépêchés par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui en est ressorti de cette rencontre? Merci, monsieur. D'abord, saluer la présence de ces différents chefs d'État qui se sont déplacés sur le Mali pour venir partager avec nous les préoccupations qui sont les nôtres. Mais ce qui en est sorti, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu grand-chose. Le Mali traverse aujourd'hui une crise extrêmement profonde parce que c'est une crise existentielle. Aujourd'hui, la crise du Mali n'est pas seulement une crise politique ou une crise institutionnelle. C'est l'existence du Mali même qui est en cause aujourd'hui. Le peuple malien s'est mis ensemble pour essayer vraiment de restaurer la nation malienne qui est en train de s'abîmer sous nos yeux. Et cela, nous avons interpellé le président de la République pour qu'ensemble on s'asseye pour voir comment changer cette gouvernance catastrophique qui est en train d'abîmer la nation, mettre en cause l'existence même de la nation malienne. Alors, cela n'a pas été comprise. Et donc, les chefs d'État de la CEDEAO sont venus. C'est superficiellement qu'on leur a expliqué le problème. Ils ont essayé de trouver une solution comme ça et nous demander de nous conformer à cela. Mais pourquoi vous dites superficiellement? On leur a expliqué de façon superficiellement. Pourquoi vous dites cela? Parce que tout simplement, les mesures qu'ils nous ont dit sont vraiment des mesures superficielles qui ne tiennent pas en compte les véritables problèmes de gouvernance qui minent le pays. Et quelles sont ces mesures? Quelles sont ces mesures? Les mesures, ils ont parlé d'un gouvernement d'union. Mais ce n'est pas une question de gouvernement d'union. Nous, on ne s'est pas déplacé pour chercher des places ou pour être des ministres. Moi, je vais vous dire que je ne cherche rien, je ne suis pas candidat en rien. Je ne le serai pas aussi. Je resterai imam. Comme je l'ai dit, c'est ce que je sais faire de mieux et je resterai un imam. Maintenant, le pays, aujourd'hui, est prolongé dans une crise profonde où c'est l'existence de la nation, comme tu l'as dit, les populations et les communautés qui peuplent notre pays, le Mali, sont en train de s'entretuer. Et c'est des choses qui sont encouragées par les autorités, et au vu et au su de tout le monde, et tout le monde le sait. C'est des choses qu'on essaie d'escamoter, alors que c'est des réalités. C'est des choses qu'on doit en débattre aujourd'hui. Vous savez, le fait seulement de vouloir qu'un débat s'instaure au Mali, ça nous a valu aujourd'hui qu'on dépêche des blindés et puis des armes de guerre qui sont payées par l'argent du contribuable malien pour tuer des enfants innocents. Mais ça y est, on parle de démocratie et de bonne gouvernance pour des régimes qui s'emploient à faire de telles pratiques. Au lieu de condamner ces pratiques et puis d'exiger à ceux qui l'ont fait, on nous parle de lignes rouges, qu'on demande il y a quelque chose qui ne se fait pas et que parler de la démission du président, mais c'est le président, c'est nous qui l'avons élu. Ce n'est pas la CEDEAO qui l'a élu, c'est nous qui l'avons élu. Ils sont élus, c'est vrai, mais c'est par le peuple. Si le peuple demande des comptes avec eux, ce n'est pas aussi quelque chose de tabou. Et dans le protocole de la CEDEAO, il est dit que les peuples doivent exiger de leurs dirigeants la bonne gouvernance et la démocratie. Mais quand même, cette mission des 5 chefs d'État de la CEDEAO était une nécessité, mais apparemment, vous semblez être déçus. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation et je mesure aussi le fait que chaque fois que le Mali est en difficulté, ils se sont déplacés quand même pour venir au chevet du Mali. Je ne peux pas jeter ça comme ça pour dire que je suis déçu. Non, pas du tout. Je sais seulement qu'ils doivent encore faire plus et chercher vraiment à aller en profondeur dans leur recherche de la paix. Faire plus, c'est quoi? Faire plus, c'est aller
en profondeur de cette crise et chercher des solutions qui ne sont pas des solutions superficielles. Nous sommes d'accord que le président est élu, il faut le laisser exercer. Moi, j'ai déjà dit ça à tout le monde, mais que le président aussi accepte que les gens cherchent des solutions aujourd'hui pour améliorer la gouvernance d'ici la fin de son mandat. Mais c'est un problème de gouvernance finalement qui vous oppose à l'actuel président Ibrahima Boubacar Keïta. Quelle est la nature véritable donc de ce qui vous oppose avec Ibeka? Mais la nature de la chose qui nous oppose, en tout cas moi personnellement, c'est la gouvernance. J'ai toujours parlé de cela. Vous saviez, le président Ibeka, dans l'existence démocratique du Mali, il a exercé combien d'années? Avec le premier mandat d'Alpha Oumar Konaré, il a fait 6 ans chef de gouvernement. Les 10 ans de Amadou Touré, il a fait 5 ans président de l'Assemblée nationale. 7 ans maintenant, il est président de la République. Mais alors, et le président Ibeka, c'est nous qui avons transformé nos mosquées et lieux de culte pour en faire des QG de campagne pour pouvoir l'élire parce qu'on croyait en lui. Nous savions qu'il n'avait pas un projet de société islamique, pas du tout, mais un projet laïque. Nous l'avons accepté, mais puisque notre problème, c'est un problème de gouvernance et de bonne gouvernance. Mais malheureusement, ce qu'il nous a offert aujourd'hui, c'est que c'est une gouvernance catastrophique. Est-ce que c'est pas une responsabilité partagée parce que vous l'avez accompagné jusqu'à arriver au pouvoir? Oui. Mais oui, bien sûr, puisque je croyais en lui avant qu'il ne soit au pouvoir. Et quand il est au pouvoir, il a fait un mandat, j'ai arrêté de le soutenir parce que j'ai vu que son bilan n'était pas élogé. Et je le lui ai dit. Quand il venait au pouvoir, le Mali avait un problème de problème sécuritaire dans un endroit bien localisé, qui est la région de Kidal. Mais aujourd'hui, c'est tout le Mali qui est embrasé. Et il n'y a aucune solution. Les communautés dans certaines régions sont en train de s'entretuer. Au vu et au sud de tout le monde, il n'y a aucune solution en vue. Mais la corruption devient endémique aujourd'hui. C'est quelque chose de connu, qui est connu de tout le monde, et même des pays voisins. Alors, vous voulez qu'on s'asseye et puis on regarde le Mali s'abîmer et que personne ne puisse dire un mot? Quel est votre rôle véritable dans ce mouvement? Non, moi je suis seulement l'autorité morale, hein, vous savez. Je suis l'autorité morale de ce mouvement. Je ne suis pas l'instigateur, je ne suis pas le mobilisateur comme les gens le disent. Je suis seulement l'autorité morale. C'est tout. Je reste imam que je suis. Mais à un moment donné, j'ai été le président du Haut Conseil islamique pendant 11 ans. La première association islamique du Mali qui était là avant même l'avènement de la démocratie, j'étais le secrétaire général. J'ai fait à peu près 20 ans secrétaire général de la dite association. Donc, ça m'a permis d'être là et d'être aussi consulté dans tout ce qui s'est fait. L'avènement de la démocratie aussi est fait à ma présence ici. J'étais témoin et acteur à la fois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien les hommes qui sont au pouvoir et que les opposants et tout le monde, c'est des gens que j'ai connus, que des gens avec lesquels j'ai eu d'amitié, de relations, et nous avons partagé une période ensemble. Je suis aussi un enseignant de formation avant d'être imam. Alors, oui, aujourd'hui, le débat tourne autour de 2 axes. D'abord, le débat d'ordre institutionnel avec la Cour constitutionnelle et le débat politique, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. D'abord, le débat sous l'angle institutionnel avec la Cour constitutionnelle. Quelle est votre position, la position du M5? Écoutez, la position du M5, peut-être il y a des voix plus autorisées que la mienne pour vous expliquer cela en détail. Mais ce que je sais là-dedans, c'est que le Conseil constitutionnel qui a été rejeté et refusé par ceux-là même qui sont partis aux élections. Et à partir du moment où la Cour qui doit être le juge pour ordonner aux gens de s'occuper des affaires publiques est rejetée par l'ensemble des gens qui sont partis en élection, cette Cour n'a plus de légitimité. Et ça met en question aujourd'hui la légitimité même des gens qui parlent au nom du Mali.
parce que c'est la même cour qui a élu Ibrahim Boubacar Keïta, c'est la même cour qui a élu les députés, c'est cette cour qui a soulevé toutes ces questions aujourd'hui, et c'est cette cour aujourd'hui dont la responsable vient d'interpeller Ibrahim Boubacar Keïta dans une correspondance aujourd'hui pour signifier son refus d'abord et refuser le décret qu'il a mis en demeure de quitter, et puis soulever aussi d'autres questions qui mettent en doute la sincérité de tout ce qui a été déclaré par cette même cour-là. Donc je pense aujourd'hui tout cela mérite que les gens se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions à cela. Assainir ces milieux, assainir ces instruments aujourd'hui par lesquels les gens ils viennent au pouvoir ou bien ils parlent au nom des peuples. Mais justement sur cette question, sur la question de la Cour constitutionnelle, il y a quand même les membres qui siègent. Il y a 3 membres par l'exécutif, notamment le président de la République, 3 membres par le président de la Cour constitutionnelle, 3 membres par également le M5 et 3 membres de la majorité. Donc au total 9 membres. Comment vous appréciez justement ce choix autour des membres qui doivent composer la Cour constitutionnelle? Vous savez, ça, c'est des propositions qui ont été faites, qui n'ont même pas été validées et discutées. Nous ne n'avons même pas donné notre point de vue par rapport à tout cela. C'est des choses qui ont été discutées par les différentes délégations de la CEDEAO, qui sont venues, on nous a balancé ça comme ça, mais en réalité, ça n'a pas fait l'objet d'un grand débat et d'un accord d'une manière ou d'une autre. C'est seulement des intentions, des incantations qu'on nous a données. Mais qui vous inspire quoi, ces intentions? C'est d'abord les différentes délégations qui étaient là avant l'arrivée des chefs d'État, et les chefs d'État sont venus seulement entériner ce que ces délégations ont eu à ébaucher comme solution avec l'ensemble de tout le monde. Sinon, rien n'a été fait en réalité dans l'art. Ce n'était pas des accords, on ne nous a pas parlé d'accords. Les chefs d'État sont venus, ils ont parlé avec le chef de l'État malien. À huis clos entre eux là-bas, ils sont d'accord sur des choses, ils sont venus nous dire, bon, nous pensons que c'est que les différentes délégations de la CEDEAO ont dit, et, bon, c'est comme ça, et nous vous appelons au calme, etc., etc. Nous avons dit, mais écoutez, nous sommes un pays souverain, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Nous n'acceptons pas qu'on vienne nous dicter des choses comme ça, sans un débat, sans rien, et avec tout le respect qu'on leur doit. On ne peut pas accepter ça. Vraiment, je suis au regret de parler comme ça, mais c'est comme ça que nous voyons les choses. Bon, ils ont répondu qu'ils ne sont pas là pour dicter quoi que ce soit, mais il faut que ça soit clair parce que le protocole de la CEDEAO dit ceci, dit cela. Voilà. En tout cas, c'est qu'on ne s'était pas compris par la fin. Oui, mais justement, il y a l'autre question d'ordre politique, la mise en place justement d'un gouvernement d'union nationale, parce qu'il faut quand même que le Mali fonctionne. La mise en place de ce gouvernement d'union nationale, ils ont exigé que le Premier ministre en place, que le reste en place. Mais nous avons demandé qu'il y ait un Premier ministre consensuel sur lequel tout le monde est d'accord. Mais ils ont refusé ça. On nous demande seulement d'amener quelques représentants qu'on va mettre dans le gouvernement. Mais c'est que celui qui est là, il reste. Je dis, mais c'est nous demander quand même de trop. Celui qui est là, c'est en sa présence et dans sa gouvernance que les gens sont sortis avec des berrins pour venir tirer sur nos maisons et tuer des enfants innocents. Vous voulez qu'on laisse le même chef de gouvernement conduire ce gouvernement, que nous voulons un gouvernement de mission pour travailler et redresser la situation du Mali? Et que on donne seulement quelques responsables pour être des ministres, sinon l'équipe gouvernementale restera la même chose tant que le Premier ministre est là. Il n'y a pas de changement. Mais alors, dites-nous, oui, Imam, dites-nous oui, alors, allez-y. oui, dites-nous alors, ce gouvernement d'union nationale, quelle en sera la couleur? Quel en sera le format? Dites-nous, quel format doit-il prendre ce gouvernement d'union nationale? Ben écoutez, on ne l'a pas discuté, ces formats. C'est ça le drame. On nous a tout simplement parlé de gouvernement d'union nationale, mais le format que ça va prendre, ils ont refusé ce débat parce qu'on nous dit, bon, celui qui était là, il reste chef de gouvernement, et le reste, chacun va amener quelques
poste, je sais pas, 30%, 20%, 50%, etc., etc. Mais tout cela n'a pas fait l'objet d'un débat. C'est seulement des incantations, des intentions qu'on nous a dit. On a lu dans des communiqués. Quand la CEDEAO, la délégation qui était là, a fini ce qu'elle a à faire, ils ont fait leur communiqué sans même nous appeler et puis nous associer à cela. Ils ont fait un communiqué qu'on a appris comme tout le monde pour nous parler de 30%, de 20%, de 50%. Ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Le problème n'est pas un problème de partage de gouvernement. Le problème, c'est d'abord un problème de gouvernance en profondeur. Le Mali est miné aujourd'hui par cette mauvaise gouvernance, une corruption endémique au Mali, une corruption à ciel ouvert qui creve les yeux. C'est des choses dont on doit parler. Il y a une insécurité résiduelle au Mali aujourd'hui. Personne ne peut quitter telle région pour aller dans telle région. Aucun gouvernement ne peut aller en tournée aujourd'hui en République du Mali. C'est des choses qu'on doit débattre. Mais le problème n'est pas seulement d'amener quelques éléments et les mettre dans un gouvernement qui va rester à Bamako faire du surplace. Non, 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 pas du tout. Le débat est plus profond que ça. Alors, finalement, le débat d'ordre politique, le débat d'ordre institutionnel, au finish, quelle conclusion retenir après ce voyage des 5 chefs d'État donc dépêchés par la CEDEAO au Mali? La conclusion, c'est que nous avons senti quand même qu'il y a une volonté de faire, de mieux faire, puisque on a annoncé qu'ils vont faire une conférence extraordinaire, en fait, téléconférence, ou je ne sais pas comment il faut le qualifier, le lundi, et que des décisions importantes vont être prises. Oui, mais parce qu'ils ont renvoyé la question au sommet extraordinaire ce 27 juillet par visioconférence au niveau de la CEDEAO. Nous allons maintenant certainement attendre cette conférence pour voir ce qui va se passer. Mais vous, cette ligne rouge a été tracée. Ensuite, il y a ce sommet extraordinaire ce 27 juillet par visioconférence au niveau de la CEDEAO. Par rapport à ces deux exigences, est-ce qu'il existe une marge pour vous? Je crois qu'il reste une marge parce que la marge, c'est d'abord pour le peuple. Hein. Vous saviez, qu'on aille à l'Union africaine ou qu'on aille ailleurs, le Mali, c'est vrai, on fait partie des organisations, mais pour que nous soyons dans les organisations, il faut qu'on soit le Mali d'abord. Donc, l'intéressant, et puis, le dernier mot revient toujours au peuple souverain du Mali, quelle que soit la nature des décisions qu'on va prendre ailleurs. Mais Imam Dicko, finalement, quelle est la perspective en termes de sortie de crise aujourd'hui? Si on vous demande aujourd'hui, justement, quelle est la solution aujourd'hui? Réponse, c'est quoi pour vous? Écoutez, la solution pour moi, c'est d'abord avoir la volonté de sortir de cette crise. C'est ce qu'on a demandé au chef de l'État. Vous savez, quand les gens ont demandé sa démission, c'est moi qui me suis mis à démarcher les gens pour dire qu'on ne peut pas demander sa démission, que cela va mettre le Mali dans une situation très difficile. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est notre frère, c'est notre président. Mais si nous avons des exigences ou bien des demandes d'amélioration de gouvernance, on pose le problème et avec lui, on va en discuter. Et c'est ce qui a poussé les gens à faire un mémorandum. Ce mémorandum qui lui a été transmis, bon, la réponse n'a pas été à hauteur de souhait. Et c'est ce qui a compliqué tout le reste, en réalité. Si demain, il y a une volonté, je crois que même au Mali, entre nous pouvons trouver une solution à ce problème-là. Ce n'est pas la peine d'en faire un problème où toute l'Afrique doit s'y mêler. Alors, il y avait aussi la désobéissance civile qui a été demandée et justement appliquée. Aujourd'hui, quelle est la position adoptée par le M5? Vous allez continuer à travailler? Il n'y a plus de mouvement? Quelle est la posture incarnée désormais? Pour le moment, nous avons une trêve qui va être respectée jusqu'à la fin de fête du Tabaski. Et après cela, maintenant, si les choses n'évoluent pas, nous allons certainement évaluer et voir la conduite à tenir. Est-ce que la demande de démission d'Ibrahima Boubacar Keïta est toujours d'actualité? Mais écoutez, moi personnellement, je pense que nous pouvons évoluer sur ce point.
améliorer. Ça, c'est mon point de vue. Mais, donc, cette question, elle est dépassée. Écoutez, dépassé ou nous n'est pas dépassé, tout cela dépend en réalité de l'évolution de la situation. Si on se met en table pour parler de tous les autres problèmes dont le pays souffre aujourd'hui, nous pouvons trouver des solutions et lui, il va rester jusqu'à la fin de son mandat. Mais est-ce que le problème finalement, c'est Ibrahima Boubacar Keïta ou le problème est beaucoup plus global aujourd'hui? Parce que Imam Mamad Dicko, aujourd'hui, il y a le terrorisme. Est-ce que justement, vous avez pris l'ampleur de ce qui se joue maintenant avec le terrorisme, tout ce qu'il y a comme situation dans ce pays et qui touche l'ensemble de la sous-région? Écoutez, cela, tout le problème est là. Ce terrorisme-là, pour faire face à cela, il faut un pays uni. Il faut des gens qui regardent vers la même direction. Vous ne pouvez pas continuer à diviser les gens et puis à distraire les peuples seulement en prenant comme prétexte le problème du terrorisme. Vous savez, c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui. Tous ces gouvernements-là essayent de cacher leur incompétence et puis leur détermination de résoudre les problèmes sociaux qui assaillent les populations par le prétexte seulement de lutte contre le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas les gouvernements à eux seuls qui peuvent le faire, c'est le gouvernement et le peuple qui peuvent lutter ensemble et gagner cette lutte contre le terrorisme. Mais si cette lutte aujourd'hui est seulement au niveau des gouvernements et à l'étranger, c'est un combat qui ne sera jamais gagné. Seul le peuple peut faire face à cette situation, faire une résistance citoyenne réelle face au terrorisme. Mais imam, vous êtes imam, vous connaissez la situation justement. Mais imam, aujourd'hui, Soumaïla Cissé est kidnappé. Par qui? Justement, personne ne sait encore. Alors, comment appréciez-vous une telle situation, une telle crise, alors que Soumaïla Cissé est actuellement kidnappé, blocage politique, blocage institutionnel? Comment appréciez-vous une telle situation dans un tel contexte? Mais c'est pour cela que nous disons en réalité que la situation est extrêmement grave. C'est pour cela que cette situation mérite en réalité une analyse plus profonde, plus pointue que de chercher des solutions superficielles. Ça veut dire que la crise est réelle. Et moi, j'ai toujours dit que cette crise, même face au djihadisme, ce n'est pas un problème seulement des gouvernants. C'est les peuples dans leur ensemble qui peuvent résister à ces djihadismes ou bien à ces terrorismes. Aucun gouvernement à lui seul ne peut gagner cette guerre si vous n'avez pas l'adhésion des peuples. Et pour avoir l'adhésion des peuples, il faut avoir leur confiance. Il faut améliorer la gouvernance. Il faut être là. Quand les gouvernants sont absents, l'administration n'existe pas dans des localités entières où c'est ces gens-là qui font leurs lois, ben alors, vous voulez que ça soit quoi? C'est ce qu'on leur a dit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette gouvernance, cette vision, chez nous, au Mali et ailleurs, aujourd'hui en Afrique, qui doit être révisée. Vous ne pouvez pas gouverner le peuple sans les peuples. Leur adhésion, si ça n'existe pas, on parle de la démocratie tout juste pour avoir les suffrages et puis on gouverne seul. Ça ne marchera pas. Il faut nécessairement l'adhésion et l'implication des peuples pour faire face à tous les problèmes, y compris le terrorisme. Sinon, on ne peut jamais gagner cette guerre en l'absence de l'implication des populations qui sont les premiers concernés. Mais cette lutte aujourd'hui est devenue une lutte seulement des gouvernants et puis des pays étrangers qui en parlent. Mais les peuples eux-mêmes ne sont pas impliqués. C'est pour cela qu'on ne gagne pas cette guerre comme ça. Et tous les jours, ça se détériore. Alors, l'absent le plus présent, c'est Soumaïla Cissé. Comment, justement, de ce point de vue, comprenez cette situation, ce kidnapping de Soumaïla Cissé? Vraiment, je ne peux pas le comprendre. Si je le comprenais, j'allais vous le dire. Personne ne peut le comprendre aujourd'hui, puisque personne n'a revendiqué le kidnapping de Soumaïla. C'est ce qui nous embête un peu. Parce que d'habitude, ceux qui sont taxés d'être les auteurs, d'habitude, quand ils commettent un forfait, ils disent, ils revendiquent. Cette fois-ci, personne n'a revendiqué. C'est ce qui complique la tâche, parce qu'on ne sait pas réellement qui détient Soumaïla. On peut supposer, on peut peut-être penser que c'est tel ou tel
côté, mais personne ne sait avec exactitude Soumaïla est kidnappé par qui, parce que personne n'a revendiqué. Alors, Imam Ahmad Diko, comment justement analysez-vous la présence également, en parlant d'insécurité, il y a la présence des forces internationales. Vous avez Mbarkhane qui est là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de forces présentes sur le terrain et pas encore de solution pacifique dans l'espace sahélo-sahélien. Quelle explication pour vous qui êtes sur place? Mais écoutez, quelle que soit la nature des forces ou leur présence, tant que les populations qui habitent le Sahel, ces populations même ne s'approprient pas la lutte, nous n'allons pas la gagner. Non, nous ne sommes pas à une époque où seulement les armes peuvent gagner une lutte. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes à une époque où il faut nécessairement que les populations qui sont les premiers concernés soient à l'avant-garde de cette lutte, nous pouvons la gagner. Mais les gens ne veulent pas de cela. Ils veulent que la lutte soit seulement une lutte comme ça, où c'est les gouvernements et puis c'est... Vous parlez des gens, vous faites allusion à qui en parlant des gens qui ne veulent pas que justement ce combat soit gagné? Vous pensez à qui? Ben, je ne sais pas, ceux qui sont censés être aujourd'hui à l'avant-garde de cette lutte. Vous venez dans un pays d'autrui pour mener une guerre où vous n'êtes pas vous-même présent. Les populations qui sont dans ces pays ne sont pas en collaboration avec vous. Ils ne se sentent pas concernés par votre présence. Ils ne savent même pas contre qui vous luttez. Mais vous ne pouvez pas gagner cette guerre. C'est pas possible. Non. Moi, je pense réellement qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il faut que les gens aient le courage de le dire. Et quel est ce problème? Quel est ce problème? Mais le problème, c'est que si on veut gagner cette lutte contre le djihadisme ou le terrorisme de façon générale, il faut nécessairement que nos gouvernants et les peuples qui gouvernent partagent cette mission ensemble. Vous ne pouvez pas gagner une guerre dans un endroit, dans une localité, si les habitants qui peuplent ces endroits-là ne sont pas, ils sont pas avec vous, ils ne collaborent pas avec vous, ils ne savent même pas. Vous savez, les forces étrangères qui sont là, on les regarde comme ça, on ne sait même pas que tu peux demander des Maliens, peut-être 80% ne savent pas pourquoi Barkhane est là, pourquoi MINUSMA est là, pourquoi qui est là. On les voit aller et venir, il y a des endroits, des localités dans lesquels on ne sait même pas leur présence. Il y a des endroits aussi, ils opèrent, les gens les voient là-bas, mais il n'y a pas de... ils ne savent pas. C'est des choses qui n'ont même pas fait l'objet des débats réels dans les différents parlements de nos pays. Moi, je ne me souviens pas qu'on a débattu ces problèmes de présence de Barkhane ou d'autres forces au Parlement où les représentants du peuple même ont donné leur point de vue, a priori demander le reste du peuple. Non. C'est ça le problème de nos différents pays. Vous ne pouvez pas gouverner les peuples sans les peuples, même sans leur implication réelle. Ils ne savent pas ce qui se passe. Les gens pensent que la démocratie, c'est seulement au moment où on a besoin de suffrage des gens, on fait des campagnes, bon, dès qu'on est au pouvoir, et puis voilà, c'est terminé. Les peuples doivent rester et vous regarder faire. Vous ne pouvez pas réussir ni le développement, ni une lutte contre n'importe quel ennemi si vous n'êtes pas en phase avec les peuples que vous êtes censés présenter. Mais Imam, vous êtes un religieux. Alors, je dis, vous êtes sur place, vous êtes un homme religieux et beaucoup usent de cette religion pour mener le combat dans l'espace sahélo-sahélien. Justement, comment le comprendre et s'il y a une responsabilité à déterminer, à qui l'imputerez-vous? Ceux qui sont là-bas n'ont jamais demandé, nous, notre point de vue pour être là-bas. Nous ne savions pas comment ils se sont retrouvés là-bas. Il y a des gens qui ont la responsabilité de préserver nos pays et l'intégrité territoriale de nos différents pays. C'est à eux qu'il faut poser cette question. Pourquoi ces gens-là ont laissé d'autres forces venir s'installer dans le pays? Quel est leur job ou quel est leur travail? C'est eux qui ont prêté serment de préserver le pays, de son intégrité territoriale. Et ils n'ont pas fait le travail. Les armées qui doivent vraiment préparer pour faire en sorte que les pays ne soient pas violés par d'autres forces, ils ne l'ont pas fait. Si
ça a été fait, ces gens-là ne peuvent pas s'installer dans nos différents pays, c'est pas possible. Bon, donc ça, s'il y a une question, c'est à eux. Maintenant, la religion, pour moi, j'ai ma philosophie par rapport à la religion. Laquelle? Quelle est votre... Non, notre religion n'est pas une religion imposée, c'est une religion choisie. Et pour moi, la religion, ça ne s'impose pas. Le fait de venir avec des fusils, avec des bombes, c'est autre chose que la religion. La religion ne s'impose pas. La religion est un choix. Et la religion en Afrique a été toujours un choix. Personne ne nous a imposé une religion. Mais ce qui est là aujourd'hui, est-ce que c'est au nom de la religion, ou bien c'est d'autres forces obscures, ou bien c'est des gens qui sont frustrés par d'autres comportements, mais qui ont trouvé aussi leur expression de cette manière. Tout cela doit être aujourd'hui cherché, on doit le savoir. Le monde musulman, l'organisation de la conférence islamique doit aujourd'hui mener le débat pour savoir ce qui, aujourd'hui, au nom de la religion, mène ces combats, que le monde musulman se prononce là-dessus. Il ne faut pas laisser ce débat-là aux autres. Ce n'est pas aux autres qui viennent nous dire que celui-là, il est bon musulman, il ne l'est pas. On doit le combattre ou ne pas le combattre. C'est à nous de déterminer. Si on n'est pas d'accord avec ceux qui parlent de l'islam au nom de l'islam, ils ne sont pas habitués à le faire. C'est nous, le monde musulman, qui doivent le décrire et les combattre. Mais ce n'est pas les autres qui doivent débarquer chez nous sans notre consentement et souvent au nom de ce combat. C'est pour cela que c'est difficile de gagner ce combat. Et c'est difficile à dire. Quand vous le dites, on vous dit non, lui, il doit il partage quelque chose avec eux. Je ne partage rien avec qui que ce soit, mais il faut partager la vérité avec tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, il faut d'abord chercher à savoir la nature du problème pour trouver des solutions. Il faut, s'il y a des gens avec lesquels on peut dialoguer pour savoir, mais pourquoi vous prenez les armes? Pourquoi vous pensez que c'est avec ça que vous pouvez imposer l'islam? Mais ce débat-là, on doit le faire entre nous musulmans, érudits, musulmans à travers le monde. Ensuite, dégager une ligne. Mais personne, on enferme la chose, on refuse même qu'on débatte. Personne ne peut parler avec qui que ce soit. Même des gens égarés qui sont en train de mettre le monde en danger. Il faut leur parler souvent, leur prendre par la main pour leur dire non, écoutez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et ça, les gens refusent, tout le monde refuse. Si vous demandez ça, on dit que non, il a dit de discuter avec les terroristes, de discuter avec moi. Je ne discute pas avec les terroristes ou je discute avec oui, mais est-ce que ils ne savent même pas ce qu'ils font. Est-ce que vous jouez ce rôle? Est-ce que vous jouez ce rôle? Vous essayez de leur parler, vous, personnellement? Moi, j'ai essayé de parler. Oui. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de parler. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'avez-vous constaté? J'ai constaté d'abord des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent souvent. Il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont des jeunes gens en réalité qui sont là seulement parce que tous les horizons sont bouchés pour eux. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont eu un fusil, c'est un instinct de survie pour eux. C'est pour s'affirmer, c'est pour se déterminer. Ce n'est pas une conviction religieuse réelle. Si vous discutez avec eux, vous arrivez à faire la part des choses de tout cela. Donc, la solution qu'il faut pour cela, c'est des solutions qui peuvent être envisagées. Mais vous avez tout simplement des gens qui se déclarent analystes, des gens consultants, des trucs qui sont là, et on fait sortir des choses, c'est des spécialistes de je ne sais quoi. Tout cela, c'est des choses qu'il faut cesser et aller en profondeur dans les choses. S'il y a des gens qui sont égarés, il faut chercher à savoir pourquoi. Et moi, j'ai tenté de parler avec d'autres, j'ai compris que vraiment, il y a beaucoup de gens parmi ces gens-là qui ne savent même pas de quoi on parle en réalité. Ils ne savent pas, ils ont besoin d'être aujourd'hui enseignés, d'être orientés, de débattre avec eux pour les prendre et les tirer de l'obscurité. Ils ont besoin de cela. Mais justement, Imam, vous qui êtes sur place aussi, il faut nous expliquer un peu comment en êtes-vous arrivé là au Mali avec ce problème de djihadisme, la lutte contre le terrorisme sur place, justement parce que ça perdure. Il n'y avait pas que avant Ibeka, il y avait d'autres présidents qui l'ont précédé, notamment Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, ATT, Amadou Toumani Touré. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'échec du politique? Comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui? Mais c'est l'échec du politique, c'est évident. Écoutez,
Nos gouvernants sont là. Et pourquoi ils sont là? Ils ont été élus, pourquoi? C'est pour préserver le pays, l'intégrité du pays, préserver les gens et leurs biens. C'est leur job, c'est pour cela. C'est eux qui doivent réfléchir à des politiques pour préserver nos différents pays. Alors, mais c'est puisqu'ils ont échoué que tout cela est arrivé. C'est pour cela que je parle d'un débat qui doit être profond aujourd'hui. Le problème que nous vivons n'est pas autre chose qu'un problème de gouvernance. C'est ce qui a fait le lit et au terrorisme et tout autre, et au narco. Quand vous dites problème de gouvernance dans sa globalité, économique, politique, institutionnelle, culturelle. Mais bien sûr, oui. Bien sûr que oui. De quel ordre, oui? De gouvernance dans tous les domaines qui a échoué. Et c'est un échec global de tout le système de gouvernance démocratique. Parce que nous sommes d'abord un pays qui est allé en démocratie de façon un peu désordonnée. Immédiatement après le 91, nous nous sommes retrouvés un pays qui était sous la dictature, entre guillemets, qui se retrouve le lendemain un pays démocratique. Sans transition aucune. On a créé, cherché le pouvoir. Donc, même la culture démocratique du pays, il y a un problème. Les gens ont pensé tout simplement qu'aujourd'hui, il faut faire un parti politique. C'était un raccourci pour vous, pour avoir une promotion, pour avoir des privilèges, pour avoir ceci, pour avoir cela, être un élu, être un député. Ce n'est pas servir le peuple. Donc, il y a un problème. Pour cela, j'ai parlé d'aller à un débat profond. Oui. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai assisté à l'avènement de la démocratie au Mali. Nous sommes allés à une démocratie transition. On nous a donné une démocratie en vrac. Et des partis politiques sans fin. Nous avons des centaines, voire même des milliers de radios publiques, de radios privées, des journaux, des médias. Tout cela est fait dans un désordre extraordinaire où il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de formation citoyenne réelle. C'est un désordre qui est là. Et c'est ce qui fait que la gouvernance ne marche pas. Et ça doit être revu et revu. Il faut avoir le courage d'aller en profondeur, d'améliorer la gouvernance démocratique même du pays. C'est cela qu'aujourd'hui que le Mali doit faire. Et peut-être avec le Mali, certains pays aussi. Oui, avec certains pays aussi, mais aujourd'hui, la sous-région est dans une situation pour le moins difficile. Vous avez la situation au Mali, mais nous restons au Mali avant de faire une analyse globale de la situation géopolitique sous l'angle de la sous-région. Imam Mamad Dicko, aujourd'hui, le Mali est dans une situation difficile avec des mutations en cours. Vous attendez la réunion du 27 juillet du sommet extraordinaire des chefs de l'État, mais vous avez signé une trêve entre-temps pour voir ce que sera demain avant toute décision. Alors, dites-nous, Imam Dicko, aujourd'hui, la situation actuelle, le Mali est dans l'impasse, mais vous, êtes-vous déçu d'avoir accompagné justement Ibeka? Êtes-vous déçu des hommes politiques maliens? Êtes-vous déçu lorsque vous observez le blocage dans lequel, l'impasse dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui? Vous savez, c'est pour cela que je me bats, parce que je crois à quelque chose qui a été dit par un éminent scientifique allemand, ce grand scientifique célèbre qui est connu, qui a inventé la bombe atomique, qui a dit que la voie qui vous a conduit à l'impasse ne peut pas être la même voie par laquelle vous pouvez sortir de l'impasse. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes à l'impasse. Il faut trouver d'autres voies. Il faut chercher vraiment à quitter l'impasse. Ça veut dire qu'il y a un blocage dans la gouvernance de nos différents pays. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause, c'est notre façon de faire cette démocratie qui est en cause. Parce qu'on n'est pas en phase avec nos différents peuples. Vous savez, la gouvernance ou la pratique de la démocratie n'est pas une camisole qu'on porte ou bien une chemise qu'on porte et puis on finit, on la met. Non, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, ça demande une formation, ça demande une orientation, ça demande une façon d'être. Et malheureusement, nos différents partis politiques, les organisations politiques, etc.,
n'ont pas accompagné les peuples pour les former, pour avoir vraiment des citoyens formés qui savent leurs devoirs et leurs droits. Ça n'existe pas dans nos différents pays. Les formations politiques qu'on a, on les crée par centaines, uniquement pour être élu, ou bien avoir des élus, pour bénéficier des privilèges. C'est tout. Et ça, il faut que ça change, cette façon de faire. Mais oui, il y a la boulimie du pouvoir. Mais à côté de cette boulimie du pouvoir, il y a un danger qui guette aussi ce genre de contestation, ce genre de mouvement. C'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir risque de se retrouver dans la rue et n'importe qui peut le ramasser. Êtes-vous conscient justement de ce qui se joue par rapport à cela? Vous qui êtes à la tête de ce mouvement. Nous sommes conscients aujourd'hui de la faiblesse extrême de notre pays. Et le danger en réalité qui guette si on n'y prend pas garde. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé ce cri de cœur et faire l'alerte qu'aujourd'hui au Mali, laissant toute autre considération, nous devrons nous mettre ensemble. Parce que c'est ensemble seulement que nous pouvons relever tous les défis. Vous ne pouvez pas rester divisés avec des luttes internes qui ne finissent jamais et pouvoir faire face à ces grands défis que le défi de lutte contre le terrorisme et autres. Donc nous sommes parfaitement conscients. Nous savions que nous jouons grand parce que ce n'est pas seulement le Mali, mais c'est la sous-région et voire même l'Afrique. Donc nous ne sommes pas naïfs. Nous savions où est-ce qu'il faut aller pour ne pas tomber dans certains désordres qui vont amener une situation qu'on ne souhaite pas pour notre pays, on ne le souhaite pas aussi pour la sous-région. Nous allons nous y mettre, Inch'Allah, pour faire tout pour que le débat soit circonscrit dans une certaine manière qui nous permet vraiment d'avancer, mais de ne pas tomber dans des situations qui vont qui peuvent nous amener vers un chaos quelconque. Oui, parce qu'il y a aussi l'épisode Sanoko. Écoutez, l'épisode Sanogo, c'est un problème judiciaire qui va être réglé par la justice. Mais alors, une autre analyse qui s'impose, c'est le contexte sous-régional. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au Mali, d'autres pays sont en perspective pour des élections. Alors, le second et dernier mandat, selon vous, souvent se traduit dans la difficulté. Comment appréciez-vous justement cette problématique de l'heure et qui concerne beaucoup de pays de la sous-région ouest-africaine? Oui, mais tout cela revient à la même chose. C'est en réalité le soubassement démocratique qu'on donne à nos pays qui sont un peu superficiels. Ce n'est pas des véritables démocraties, c'est de faire semblant. Quand vous faites semblant et que vous ne faites pas les choses en profondeur et avec vraiment beaucoup de réalisme, et c'est ce que ça vous donne. Les gens font semblant. On ne gouverne pas un pays en faisant semblant, en voulant seulement imiter les gens et puis faire des élections et inviter les institutions européennes et ailleurs pour venir donner leur cutus. Bon, vraiment, on pense que c'est bien. Oui, ce qu'on a vu, bon, ça ne peut pas entacher la sincérité du vote, etc. Et puis on se contente de ça, on s'en va. Vraiment, c'est faire semblant. Il faut que l'Afrique quitte cette situation de faire semblant. Nous devrons nous assumer, faire les choses selon nous-mêmes, selon ce qu'on pense être bon pour nos pays. Mais tant qu'on fait semblant et que les autres qui doivent donner leur cutis pour que nous soyons ou on ne soit pas, il est difficile que les choses, le monde, le tournant dans lequel le monde est aujourd'hui, et qu'on ne puisse pas vivre des épisodes comme ce qui est connu au Mali et peut-être va être connu ailleurs. Mamad Diko, imam, c'est la corruption, c'est la lutte contre la corruption, c'est la fuite des capitaux. Aujourd'hui, ces fléaux qui minent nos différents pays vous inspirent quoi comme réflexion? Mais c'est cela, le comble. C'est ce qui fait honte à l'élite africaine aujourd'hui. Je ne suis pas fier de cette élite. Quand j'entends parler des menaces souvent occidentales en disant à nos dirigeants qu'on va geler vos avoirs, mais pourquoi ils ont des avoirs là-bas? Pourquoi nos banques ne suffisent-elles pas pour eux? C'est ça, c'est là où vraiment le bas blesse. Comment un dirigeant africain
un fils de l'Afrique digne qui a été vraiment enseigné, entretenu, éduqué par son pays et qui se bat pour être là, qui gagne la confiance de ses concitoyens et ramasse tout ce qu'ils ont comme fortune pour aller emmagasiner ça ailleurs. Voilà. C'est quand même extraordinaire. C'est cela en réalité qui ça crée aujourd'hui une crise de confiance entre l'élite même africaine et les peuples africains. Imam, oui? Quel est votre rapport avec le pouvoir? Il n'y a pas de... C'est pas un rapport conflictuel. Hein? Non. Nous sommes, au Mali, nous savons faire ça, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. On n'oublie pas que nous sommes des frères et nous discutons. Le président Ibrahim Bakar Keïta est un grand frère à moi, qui est un ami personnel avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses. Donc il n'y a pas d'animosité, mais ça ne nous empêche pas de dire ce que nous pensons être bon pour notre pays. Quel est votre rêve pour le Mali? Quel est votre rêve pour l'Afrique? Le rêve que nous avions une Afrique digne. Je dis moi, je préfère mourir en martyr que de vivre en traître. C'est-à-dire que mourir pour une cause juste, réelle, je le préfère et je choisis cette mort-là que de vivre en réalité dans l'indignité, vivre traître. Je crois que ça, je ne le souhaite pas pour les Africains, je ne le souhaite pas pour nos dirigeants. Il faut que nos dirigeants sachent que l'Afrique ne peut pas être autre chose que ce que les Africains eux-mêmes veulent en faire. Et nous avons un continent extraordinaire. Le meilleur des continents, c'est le continent africain. C'est chez nous seulement que tout est sur le bon Dieu qui nous a gratifié de ce continent-là. Et nous devrons vraiment en être jaloux et bien traiter ça. On doit quitter vraiment ce cycle d'enfantillage où l'Afrique ne sait rien faire tant qu'on ne lui montre pas, on ne lui demande pas. Et même comment il doit élire ses dirigeants, c'est les autres qui doivent lui dire oui, c'est bien, ce n'est pas bien. Mais il est temps maintenant qu'on quitte ce cycle-là. Alors, Imam Mahmoud Dicko, craignez-vous pour votre sécurité? Écoutez, il y a trois choses qui ne m'ont jamais inquiété. Parce que ça ne dépend pas de moi. Où est-ce que je dois mourir? Quand est-ce que je dois mourir? Et comment? Je ne le sais pas. Ça appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Merci beaucoup, Imam Mahmoud Dicko, pour cet entretien exclusif accordé à la radio Sud FM. Bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup. Merci bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Et puis avant de vous quitter, vous faire part de cette nomination qui concerne notre consoeur Aminata Mbodj, promue directrice de la communication de la commission de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Toutes nos félicitations et plein succès, mesdames et messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programmes sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité.